Et oui les amis, je l'avais prédit le 23 août 2023 dans ma vidéo bilan de mi-année que Red Bull allait être vaincu avant la fin de la saison. J'avais même annoncé que Singapour serait le circuit où la corne du taureau allait être brisée. Beaucoup de personnes m'ont pris pour un lanceur d'alerte, un lanceur de fausses alertes, un baratineur, tel Usopp dans One Piece. Référence Netflix les amis, allez jeter un coup d'œil. Mais cette course m'a donné raison. Par contre, je n'ai pas prédit que cette course allait être aussi incroyable à tel point que ce serait peut-être le meilleur Grand Prix de la saison 2023. Et pour débriefer les amis, quoi de mieux que mon cher ami et tendre fan de Mercedes, toujours dur mais toujours objectif. Les amis, j'ai nommé sur une tonne d'ovation, je vous prie d'accueillir Franck. Franck, bonjour. Bonjour Finger Pilote et bonjour à tous nos auditeurs. Comment vas-tu? Je vais très bien. Je pense que tout fan de Formule 1, même les fans de Red Bull, l'ont avoué. C'est le meilleur Grand Prix de la saison. C'est le meilleur Grand Prix de la saison. Je pense que tu peux enlever le peut-être. On s'est régalé. Et toi, tu as apprécié? J'ai apprécié, mais de ouf. Franchement, ce Grand Prix, je pense que c'est la fin en fait qui nous a donné l'impression d'avoir un Grand Prix immense. Si on avait regardé juste le Grand Prix avec la gestion de Sainz, on en reviendra. Je pense que le Grand Prix aurait été un peu fade. Mais je pense que c'est cette fin, cette dernière course allaitante, cette envie de voir ce qui va se passer jusqu'au dernier tour. C'est ça qui a rendu la course plutôt intéressante. Moi, j'aurais donné à peu près une note de 16 sur 20. Quelle note serais-tu capable de donner pour ce Grand Prix? Je serais dans les mêmes sphères que toi. Je serais sur du 16 sur 20. Parce qu'il faut pas quand même oublier, il faut pas oublier que sur le premier stint, voire même, allez, surtout le deuxième en hard, on s'est vraiment ennuyé. Oui, Sainz il a fait le boulot, il n'y a rien à dire, mais il fallait regarder derrière avec les Red Bull, etc. pour trouver un peu de spectacle. Et la course s'est vraiment emballée avec ce pari de Mercedes dont on va parler. Les amis, on ne va pas épiloguer plus longtemps. N'oubliez pas les amis de vous abonner pendant le générique. A tout de suite. Finger Pilote. Les amis, merci d'avoir patienté et d'avoir cliqué sur le bouton s'abonner. Je sais que je peux compter sur vous. Aujourd'hui, on va avoir une formule un peu plus light que d'habitude. Une formule constante, celle que les gens qui n'ont pas très faim au restaurant prennent souvent. Le plat et le dessert. Les amis, qu'est-ce que nous avons prévu à notre menu? En premier point, Carlos Sainz, le smooth operator. Smooth operator. Et oui les amis, je sais chanter un tout petit peu. Deuxième point les amis, Mercedes perd mes paris. On a voulu mettre l'accent sur Mercedes Paris. Et ça les amis, on va en discuter. Le troisième point, la corne du taureau a été brisée. Et oui les amis, Red Bull. Ce Grand Prix a mis fin à la succession de victoires de Red Bull qui a failli nous donner une saison uniquement Red Bull. Les amis, mais avant de regarder ces points, faisons un tour sur la course. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce Grand Prix? Premier point les amis, en qualification. Verstappen 11e. Incroyable, c'est le gros point de cette qualification. Sainz en tête de qualification et à la fin de la course, Sainz maintient sa première position. Deuxième Norris les amis, très belle course. Troisième Hamilton, Russell a chuté, on ne sait pas où il est parti, on va en revenir. Leclerc quatrième, Verstappen, il est remonté les amis, il est quitté de la 11e place à la 5e, avec peut-être, ou plutôt aidé par l'abandon d'Ocon, mais il a quand même fait une remontée plutôt pas mal. Cette Red Bull était plutôt pas mal finalement en course. Gasly prend la 6e place. Belle performance d'Alpine. Ocon aurait pu faire mieux. C'est bien dommage qu'il ne soit pas là à l'arrivée. 7e Piastri. Il part de la 17e place à la 7e. 10 places gagnées. Il aurait pu être le pilote du jour. 8e Perez les amis. Évidemment, il ne s'est pas fait les remontées aussi fantastiques que son équipier Max Verstappen. Il nous a montré qu'il était très impatient. 2 pilotes mis sous la select. Perez, carton rouge. 9e Lawson, 10e Magnussen, une as les amis. Magnussen révèle qu'il n'a jamais lutté pour un point dans le Grand Prix tel qu'il a fait à Singapour. C'était le bilan de cette course les amis.
Revenons donc à nos points, à nos 3 enseignements. Le tout premier enseignement, Carlos Sainz, le smooth operator. Carlos Sainz a mené cette course et même un week-end dantesque, tel une main de maître. Depuis le vendredi, il est venu avec un bon setup. Ils ont travaillé, ils ont optimisé le setup. Il a pris la pole. Il s'est imposé devant tout le reste des pilotes. On avait cru que Mercedes allait être présent, mais Russell, qui est arrivé deuxième, à 7 centièmes de Carlos Sainz, n'a pas pu faire tomber l'Espagnol, qui s'affirme de plus en plus. Deuxième victoire de Carlos Sainz en Formule 1, après celle de Silverstone, où on aurait pu dire qu'on lui avait donné presque la victoire. Ça se bataillait derrière et lui s'est envolé. Cette fois-ci, Carlos Sainz ne s'envole pas. Il reste, il maintient Norris derrière lui avec le DRS. Les amis, Carlos Sainz nous montre de plus en plus une façade qu'on n'avait pas remarquée. Est-ce que quelque part, Carlos Sainz et son clan ne sont pas en train de s'installer dans le cœur des tifosi? Est-ce que Ferrari n'est pas en train d'avoir son leader? Est-ce que Charles Leclerc n'est pas en train de nous décevoir, les amis? Nous décevoir en tant que chauvin, évidemment. Carlos Sainz, premier, très belle image. C'est tout simplement à l'image de ce qu'il a fait lors de cette course. Franck, quel est ton avis sur la course de Carlos Sainz? Il n'y a rien à dire. L'on a vraiment vu la course d'un top pilote à l'œuvre. Comme tu as dit, ça a commencé dès les EL1, il était là. Je crois qu'il n'a jamais quitté le top 2 dans aucune séance du week-end. En tout cas, il n'a jamais été hors du top 3. Des EL1 jusqu'à la course, donc les qualifications, il était là. Et franchement, dès le début du week-end, je n'ai jamais douté, entre guillemets, de qui était l'homme fort de Ferrari. Leclerc n'a jamais pu revenir dans le combat. Il y a eu un semblant en Q3 dans les derniers runs, mais directement Sainz l'a calmé. Non, on a vraiment, et dans l'intelligence de course, mais c'est phénoménal. Je ne sais pas si les gens s'en rendent compte. Singapour, c'est chaud, c'est humide. Et lui, non seulement il doit gérer une course, gérer le tempo, c'est-à-dire ne pas déployer un tempo qui va lui permettre de s'éloigner, de se mettre en sécurité, mais de garder des gens derrière. Et en même temps, il analyse toute la course et la course de ses rivaux pour mettre en place ces stratégies de génie qui lui a permis de gagner contre les Mercedes. Donc vraiment, chapeau à Carlos Sainz. Et je vais te lancer déjà sur un premier sujet. Tu as parlé justement de ce numéro 1 qui peut monter chez la Scuderia. Est-ce que Sainz n'est pas en train de nous faire une lèse-majesté? Est-ce qu'il n'est pas en train de nous faire un régicide de Leclerc? Parce que quand Vasseur arrive, Vasseur met une plateforme pour faire briller Leclerc. C'est l'enfant qu'il a eu à Alfa Romeo. Il connaissait Leclerc, tous les deux se parlent en français. Il n'a jamais caché à plusieurs reprises une envie de l'avantager. Mais on sait également que Vasseur, c'est un grand entrepreneur qui a fait énormément de choses en filière de promotion. C'est un gars qui est pragmatique. Donc quand il voit un Sainz qui ramène des résultats qui est absolument somptueux depuis le retour de la trêve estivale, est-ce que Vasseur ne va pas changer son fusil d'épaule? C'est la question que je te pose et que je pose à tous les auditeurs. Je crois en effet que les résultats donnent raison à Carlos Sainz. Je ne sais pas combien de grands prix il faudrait qu'il soit aussi performant, qu'il batte à la régulière Leclerc pour ainsi s'installer dans le cœur de Vasseur en tant que pilote numéro 1. Mais je crois qu'à un moment, Vasseur doit faire preuve de réalisme. Il a beau être très proche de Charles Leclerc, je te rappelle également que Charles Leclerc a fait un crime de lèse-majesté lorsqu'il est arrivé chez Ferrari en 2019, où il a battu à plate couture Sébastien Vettel, le 4 fois champion du monde. C'est comme ça qu'il s'est installé dans le cœur des tifosi. Carlos Sainz aujourd'hui est en train également de faire ce crime comme tu l'as si bien dit. Il abat Leclerc dans le cœur des tifosi, petit à petit, depuis le retour de la trêve estivale. Carlos Sainz peut effectivement être ce fameux numéro 1 que Fred Vasseur donnerait justement aux tifosi. Je crois qu'il en faut, moi honnêtement, je dirais, allez, s'il gagne les 4 grands prix d'affilée, les 4 prochains grands prix d'affilée, il est clairement le numéro 1 chez Ferrari. Son contrat sera signé et je pense que c'est Charles Leclerc qui va devoir négocier cette fois-ci. Carlos Sainz fait un truc quand même incroyable. C'est le premier pilote à battre Red Bull. C'est quand même fou. C'est quand même fou. Il est également le premier pilote non Red Bull à avoir mené autant de tours en piste. Charles Leclerc ne peut pas se taguer d'une telle performance. Après, il me semble qu'après Carlos Sainz,
c'est Hamilton, je crois, avec 14 tours menés, un truc comme ça. Ouais, un truc du genre. Et sans vouloir, après je te laisse continuer, Oui. il est à un fast lap de faire un grand chelem Sainz. Il a Ouais. mené tous les tours du Grand Prix. Il Mais était totalement. pas loin du Grand Chelem. Il était vraiment pas loin du Grand Chelem. Totalement. Il s'impose pourquoi? Il dicte sa stratégie. C'est un pilote capable d'avoir une très bonne vision de course, de savoir ce qu'il faut faire pour rester devant. On se rappelle très bien, stop eventing. Tous les fans de Ferrari se rappellent, je pense que c'était à Silverstone qu'on a demandé de Tout à de fait. rentrer au stand. Carlos Sainz aujourd'hui, c'est un pilote qui devient de plus en plus complet. Franchement, bonne lecture de course, bonne gestion pneumatique, bonne gestion de sa première place, ce qui n'est pas toujours évident, partir en tête et se maintenir toute la course. Honnêtement, comme je te l'ai dit, je crois qu'il faut 4 Grands Prix pour qu'il s'installe réellement comme le pilote numéro 1 chez Ferrari. Dommage pour Charles Leclerc. Charles Leclerc, avec ce capital sympathique aussi important, aussi énorme, qui pourrait se voir battre par Carlos Sainz. C'est vraiment dommage. Mais au-delà de tout ça, honnêtement, Carlos Sainz, pour moi, il me rappelle un pilote. Il me rappelle Bottas. Oui, Carlos Sainz me rappelle Bottas. Bottas, quand il arrive chez Mercedes, on sait que Bottas est un pilote qui peut être rapide, mais jamais il n'arrive à dépasser Lewis Hamilton. Mais là, ce que Carlos Sainz fait, c'est se dire que vous qui avez une vision de moi en tant que second pilote, je vais vous montrer que je vais être le premier. Et là, il abat Charles Leclerc. Donc franchement, Carlos Sainz, chapeau. Chapeau bas. Franchement. Je te rejoins, je dirais qu'il arrive avec un statut de Bottas. La preuve, c'est que c'est Leclerc qui demande d'avoir Sainz en 2021 parce qu'il vous avait besoin d'un pilote qui était rapide mais que tout le monde savait moins talentueux que Leclerc. Et là, il est en train de faire ce que Bottas n'a jamais réussi à faire peut-être, qui est de devenir un Rosberg. Oui. C'est-à-dire, ok, tu me bats en talent, mais je vais tellement m'installer, je suis tellement intelligent que toi, par ta facilité, je vais venir te coincer malgré ta facilité, malgré ton talent. Et ce que Sainz est en train de faire est vraiment très fort parce que si Leclerc rayonne dans cette écurie, il n'y a pas un doute dans la tête que l'homme que Ferrari a envie de voir briller, c'est Leclerc. Et lui, comme un Rosberg, comme ce sale gamin qui veut venir battre le chouchou de la maîtresse, il arrive et dit, non, moi je viens m'installer. Donc, bravo à Carlos. Et vraiment, cette fin de course, c'est une maestria. Je pense que c'est ça qu'on dit en espagnol, qui mérite d'être souligné. Tout à fait, tout à fait. Je suis totalement d'accord avec toi. Je t'avoue que quelque part, Charles Leclerc qui joue le team player, évidemment, après avoir montré quelques signes de « non, j'ai pas trop envie de le faire, on me demande de me mettre à 6 secondes », je décélère, puis je réaccélère. Évidemment, je suis un pilote, j'ai envie de gagner. Dire que je m'assois sur mes objectifs pour laisser Carlos Sainz devant et lui octroyer finalement la première place, il fallait le faire. Charles Leclerc a été team player. C'est lui qui, quelque part, aide Carlos Sainz à asseoir sa stratégie. Mais est-ce que quelque part derrière, ça ne va pas lui jouer un mauvais tour? Quelque part, en fait, cette saison, on a l'impression que c'est la qualification qui détermine à peu près ta position dans la course. Si tu rates ta qualification, que ce soit pour 7 centièmes ou même 5 millièmes, tu es pilote numéro 2 en fait, derrière ton équipier. Et la stratégie avantage le pilote qui est devant. Sauf évidemment dans une équipe qu'on ne va pas citer aujourd'hui parce qu'elle porte du taureau rouge. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis totalement d'accord et on va en reparler, je vais te relancer dessus avec la deuxième équipe qu'on va voir. Mais aujourd'hui, avec le retour du Dutch hier, le fait que les performances soient si proches, la position en qualification joue énormément sur le déroulement de ta course. On commence à être loin de 2022 où on avait des retournements de situation en course et tout. Ça commence à devenir de plus en plus plat, de plus en plus dicté dès la qualif. Et là, Leclerc ne peut pas se permettre de se faire battre en qualification. Ça fait la troisième fois de suite que Sainz est l'homme de Ferrari. Et non, je suis totalement d'accord avec cela. Maintenant, pour revenir sur le comportement de Leclerc, c'est vrai qu'on peut se demander est-ce qu'un Hamilton aurait fait cela. Personnellement, j'y crois pas du tout. Déjà, Mercedes n'aurait jamais demandé à Hamilton de le faire. Ils savent qu'il ne va même pas le faire. Verstappen, n'en parlons pas. Donc, sur ce point-là, il était cérébral. Maintenant, ça n'enlève pas qu'il fait quand même une grossière erreur. La position qu'il perd sur Hamilton, c'est pas si
Tu vois, donc il y a toujours ce problème avec Leclerc. Et on va en reparler encore avec un autre pilote dans le prochain point. Mais deux jeunes qui vraiment ont du mal à mettre les choses bout à bout. Très bonne introduction pour ce fameux second point. Mercedes parie mais perd. Mercedes perd mais parie. Les amis, Mercedes nous a donné une fin de course allaitante. Un stress incroyable. Le stress de savoir est-ce que Mercedes va réussir à s'emparer de la première place. Un pari stratégique tel Mercedes nous l'avait toujours montré dans les années antérieures. Mercedes s'est réveillé encore. Peut-être Russell a réveillé cet esprit au sein de Mercedes parce qu'on avait l'impression que ces dernières courses, Mercedes s'asseyait sur les positions et ne cherchait pas à faire mieux. On a enfin vu une Mercedes proactive, une Mercedes qui réfléchit, des simulations qui tournent, des ordinateurs qui font leur travail, des stratèges qui étudient les calculs. Et les amis, on était quand même tous assis dans notre canapé et on se disait Russell monte, plus 1 seconde, plus 1 seconde, plus 1,5, plus 2 secondes. Cette fin de course est incroyable. C'est Mercedes qui, pour moi, donne à ce Grand Prix sa dimension. Ce genre de Grand Prix qu'on peut en reparler des années et des années plus tard. C'est Mercedes qui, pour moi, donne vraiment sa dimension. Mais sur ce point, Mercedes-Paris, je pense que ce qui va être important de préciser, c'est réellement déjà la mauvaise performance de Lewis Hamilton en qualification. Il perd 4 dixièmes au profit de son équipier Russell, ce qui est énorme en Formule 1. C'est tellement énorme. Franchement, ça m'a donné un coup. Hein. Je ne sais pas ce que ça t'a donné en tant que fan de Mercedes, Franck, mais ça m'a donné un coup. Et tu vas nous en parler. Le deuxième point, les amis, c'est Russell. Russell qui se met encore dans le mur. Pourquoi je dis encore? Canada, les amis. Canada 2023. Russell suit Alonso et Lewis Hamilton, les champions, dans un rythme championnesque, si on peut ainsi le dire. Il se met dans le mur. Il n'arrive pas à suivre le rythme. Cette fois-ci, Russell tape encore le mur et ne finit pas la course. Un zéro pointé, ce qui fait mal au championnat constructeur. Franck, je ne te ferai pas l'affront de parler plus que ça de Mercedes. Dis-moi ce que tu en as pensé de cette course de Mercedes et surtout Lewis et Russell. Je vais aller de façon chronologique. Déjà, samedi, je te rejoins totalement. Très grosse déception de côté Hamilton. Je crois que Hamilton à Singapour, j'essaye de me souvenir, je ne l'ai jamais vu décevoir en qualification. 2018, on se rappelle du Tour. 2019, malgré le moteur illégal, il réussit à scinder les Ferrari en deux en mettant une P2 qui sort de nulle part en qualification. 2022, il échoue à 50 millième de la pole avec une W13 catastrophique au Russell éliminé en Q1. Donc, là, tu arrives, tu te dis, d'accord, si Russell joue dans les mêmes dixièmes que Sainz, tu t'attends à ce que Hamilton soit capable d'aller chercher la pole. Et lui-même, il le dit après en conférence d'après-course qu'il aurait dû être en pole. C'était son ambition et l'ambition de l'équipe, mais ça va te parler de setup, etc. Je ne pense pas qu'il y ait 4 dixièmes de talent entre les deux, mais il a encore dû se tromper dans ce qu'il voulait. Maintenant arrive dimanche et je te rejoins totalement. Ce pari de Mercedes, c'était tellement rafraîchissant. 1 an et demi qu'on enchaîne les P2, les P3, les P4. Là, c'est victoire ou rien. On boxe les deux pilotes et on part chercher avec la différence de pneumatique. Et le premier sujet sur lequel je vais te lancer, c'est personnellement, et je suis intimement convaincu, ce pari pouvait passer, mais ce n'était pas la bonne personne qui était devant. Je ne suis pas en train de dire qu'il fallait changer les positions, mais j'ai vu énormément de fois, en tant que fan de Mercedes, Hamilton nous faire cela. Je peux te citer toutes les courses, c'est d'où vient le hammer time. Et là, on a senti que c'était pas la même personne devant. On l'a senti. Je suis désolé pour les fans de Russell, mais on a senti dans le rythme de course, Hamilton allait 3-4 dixièmes plus vite que Russell. C'était fou. Voilà, c'est mon premier sujet. Pour moi, c'était la bonne stratégie, mais pas sur le bon cheval. Ou sur la bonne flèche. Et j'imagine que ta question, c'est est-ce que Mercedes aurait dû inverser les positions? Oui. Déjà, est-ce que tu crois qu'Hamilton aurait pu le faire et est-ce que pour toi, il fallait inverser les positions? On va répondre chronologiquement. Est-ce que Hamilton aurait pu le faire? Honnêtement, il avait faim.
Lewis Hamilton avait faim. Et je ne sais pas si les internautes, les téléspectateurs qui nous écoutent ont regardé le chrono de Lewis Hamilton lorsqu'il est sorti des stands. Il s'est effondré un moment. Il est sorti avec 4 secondes de retard sur Russell. Puis le premier tour s'est passé à 5 secondes. Et après, il est remonté. Je crois que Russell a été trop impatient. Il a directement tapé dans les pneus, là où Lewis Hamilton a un peu plus d'expérience. Et a d'abord cajoué son pneu, l'a mis en température, l'a mis en condition pour aller chercher les chronos tour après tour. Et la remontée de Lewis Hamilton sur Russell était bien plus rapide que la remontée de Russell sur Charles Leclerc. On le voyait, c'était écrit. Enfin, il ne fallait pas 2 ordinateurs ou 4 écrans pour se dire que Lewis Hamilton, est-ce qu'il tourne 4 ou 5 dixièmes plus vite que Russell? Non, ça se voyait. L'écart entre Lewis Hamilton et Russell devient de plus en plus faible en fait. Est-ce qu'il aurait fallu interchanger les positions? Non. Non. Non les amis. Je sais pas, peut-être ma réponse va vous décevoir, mais non. Hamilton est là où il devait être. S'il avait bien performé en qualification, il aurait cherché sûrement Norris et aurait pris Sainz. Je suis persuadé effectivement que Lewis Hamilton aurait pu le faire. Il a cette envie. Il avait déjà énormément de performances autour. Lewis Hamilton a évidemment plus d'expérience. Certains pourraient dire oui, il aurait essayé de faire sortir Norris du DRS de Carlos Sainz. Russell a également essayé. Sauf que Carlos Sainz, c'est un Machiavel. Le mec, il a vu que Norris perdait du terrain derrière lui. Il a freiné. Il a attendu Norris. Donc c'est juste incroyable la lecture qu'avait Carlos Sainz à son moment. Et je dirais plutôt son... Comment tu appellerais ça? Il était lucide, sa lucidité. Sa vista. Sa lucidité. Hamilton, honnêtement, avec le capital pneu qu'il avait, j'avais l'impression qu'il avait encore un peu plus de vie que Russell sur son pneu. Il n'avait qu'à voir comment il arrivait à rester aussi près de Russell. Je pense même que c'est parce qu'il restait aussi près de Russell que Russell avait les yeux dans le rétroviseur et que quelque part, il s'est planté. Donc oui, Lewis Hamilton aurait sûrement trouvé un moyen de mettre Norris à l'amende et de le dépasser. Mais effectivement, si c'était que des ci et des ça, on referait le monde. Lewis Hamilton n'était tout simplement pas là où il aurait dû être. Et comme il a si bien dit, il faut qu'il taffe ses qualifications. Qualification importante, comme on l'a rappelé il y a quelques minutes dans l'épisode Carlos Sainz. Donc clairement, oui, je crois que Lewis aurait pu le faire, mais il lui a manqué la position en début de Grand Prix. Je suis totalement d'accord avec toi. Je suis totalement d'accord et je pense que lui, Mabi, le sait. Après, vu qu'on est tenu par le temps, je vais pas trop épiloguer, mais pour revenir rapidement sur le crash de Russell, c'est la 3e fois, comme tu as dit, c'est la 3e fois que sous pression, il a craqué. Il y a eu la première fois à Monaco, il avait un podium pour lui, il a tiré tout droit à Mirabeau. Deuxième fois, il essaye de suivre Alonso et Hamilton qui attaquent comme des fous à Montréal. Exactement. Et il tape le mur. Et là, pareil, il a Hamilton qui lui met la pression, qui se monte dans les rétros devant, derrière lui, il y a Norris qui ne commet aucune erreur devant. Et il craque encore une 2e fois, une 3e fois. Donc, ça commence beaucoup à ressembler à du Leclerc. On espère qu'il continue à apprendre. On ne veut pas voir cela quand on jouera le titre, comme Wolf a dit. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Russell est-il de la crampe d'un Charles Leclerc ou celle d'un Lewis Hamilton, Alonso et Verstappen? Les amis, je vous lance dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que Russell est un pilote bon, mais juste pas magique? Est-ce que Russell est un pilote qui n'a pas justement le talent qu'il faut en plus pour devenir un excellent pilote? Ou est-il de la trempe d'un Max Verstappen, d'un champion, d'un Lewis Hamilton, 7 fois champion du monde, ou d'un Alonso avec sa vista? Dites-le nous en commentaire les amis, j'ai hâte de vous lire. 3e point les amis, la corne du taureau a été brisée. Oui les amis, comme je vous l'ai dit en début de Grand Prix, en début d'émission, on l'avait prédit. Red Bull devait être déchu. C'était clair, les données ne mentaient pas. Il aurait fallu un coup de malchance pour que j'ai tort. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que quelque part, j'ai vu sur Twitter, les gens m'ont demandé carrément le numéro du loto. Non les amis, je ne suis pas en train de parier, moi, je joue pas au loto. Je vous dis des choses où les données étaient claires.
Premier point, Mercedes a démontré depuis peu qu'ils avaient énormément d'avantages en entrée de virage, dans les virages serrés, dans les virages à faible vitesse. Ils étaient supérieurs à Red Bull. Deuxième point, Max n'a jamais excellé au Grand Prix de Singapour. C'est dommage de le dire, mais oui, Max n'a jamais excellé. 7 Grands Prix courus à Singapour et il n'a fait que 2 podiums, les amis. Et jamais de pole ici. Donc Max Verstappen partait avec un désavantage. Troisième point, Singapour est un circuit très bosselé. La Red Bull devait rouler un peu plus haut que d'habitude. Donc quelque part, pour une voiture qui a besoin de rouler très bas pour avoir de la performance, le fait de la relever, clairement Red Bull aurait perdu de la performance. Dans la vidéo du bilan de mi-année et même dans le short que j'ai fait poster la semaine dernière, en début de semaine, je disais que je voyais soit l'AMR 23, soit Mercedes. L'AMR 23, j'y croyais, mais je crois que l'ascension, ou plutôt la directive qui a été donnée par la FIA sur les ailerons flexibles ont énormément fait perdre de la performance à Aston Martin. C'est pourquoi Alonso se retrouve si loin. Mais je crois que Aston Martin était un bon candidat. Mercedes, pour moi, c'était le bon candidat. Ferrari, on ne l'avait pas vu. Mais voilà quelques raisons qui, pour moi, me permettaient d'affirmer avec une certaine certitude, de l'ordre de 80%, parce qu'on est des ingénieurs ici, ne l'oubliez jamais, que Red Bull devait être vaincu. Franck, quelles étaient tes raisons? Pourquoi est-ce que tu as pensé que Red Bull devait être vaincu? Ou tu l'as juste pas pensé? Non, je le pensais intimement, on en avait déjà discuté. Et je pense que c'est pour toutes les raisons que tu as tirées, que tu viens d'énumérer, sans parler du fait que le DRS n'allait pas les sauver cette fois-ci. On sait que Red Bull peut partir 8e et être un contender pour la victoire. Mais là, avec les toutes petites lignes droites de Singapour, ils ne pouvaient pas faire la différence. Donc, à partir du moment où ils font 11e en qualification, tout le monde savait que c'était cuit pour eux. Et même quand on a vu leur rythme en clean air, que ce soit en hard ou en medium, c'était pas si impressionnant que ça. Les Mercedes tournaient beaucoup plus vite que Verstappen et Perez. Tout à fait. Donc, clairement, week-end 100, maintenant, il commence à avoir des rumeurs complotistes sur des ailerons flexibles comme par hasard, etc. Je pense qu'il faut calm down, il faut se calmer. Il y a moyen, là on va arriver sur un circuit qui est vraiment un terrain de jeu pour la RB19. Si à Suzuka, Red Bull ne répond pas, là je veux bien entendre les théories des ailerons flexibles. Mais normalement, s'il n'y a pas d'incident sur les ailerons flexibles, Red Bull doit archi dominer le Japon. Mais quand je dis archi dominer, c'est comme on avait l'habitude de le voir à Spa et ainsi de suite. Donc, je vais surveiller ça, mais on va pas se cacher, on va se dire la vérité. Moi j'ai pris énormément de plaisir à voir autre chose que Red Bull. Et c'est pas parce que je suis fan de Mercedes, mais parce que je savais que derrière Red Bull c'est tellement serré que le premier Grand Prix où Red Bull sera à la rue, on aura un banger. Et là on l'a eu. On se rend compte à quel point sans Red Bull, ce championnat aurait été magnifique. Peut-être un des meilleurs championnats de l'histoire de la F1. C'est clair, c'est clair. Effectivement, tu as effectivement raison. C'est pour cela que nous allons rappeler très rapidement le championnat, les amis. Qu'est-ce qu'on a au championnat, les amis? Championnat pilote. Évidemment, l'écran, les amis, l'écran. Effectivement, il faut bien que je présente l'image, sinon, voilà, l'image elle est présente. Verstappen, malgré sa défaite, 374 points de défaite. Ouais, parce que oui, 5e, c'est une défaite. Perez derrière, 223. Hamilton, 180. Il est enfin en train de s'imposer comme le 3e pilote devant Alonso avec ses 170 points. Les petits groupés, Carlos Sainz, Charles Leclerc, Sainz s'échappe, Russell 109 points, dommage qu'il n'ait pas marqué, Norris 97, Stroll 47, ça fait un petit moment, Stroll 47 points, Gasly 45, il a engrangé quelques points, bravo Gasly. Championnat constructeur, les amis, je vous laisse regarder parce qu'il n'y a pratiquement plus rien à dire à part que Ferrari se rapproche à grands pas à cause de Russell de Mercedes. Plus que quelques points qui les séparent. Il va falloir regarder cette lutte
pour la deuxième place au championnat constructeur avec beaucoup d'attention. McLaren 139 points, Aston Martin 217, Alpine 81, Williams 21, As 12, Magnussen a marqué 1 point, Alfa Romeo 10, Bottas et Zhou sont en train de végéter, on ne sait pas où, Alpha Tauri 5. Et on remercie Lawson pour avoir marqué le point de la 40e place, tu te rappelles? La 9e place. De la 9e place. La 9e place. Donc, Lawson, chapeau. Chapeau bas, les amis. Voilà, les amis, pour ces enseignements. Les amis, avant de partir, j'ai envie de vous dire qu'au Japon, comme Franck l'a si bien dit, on ne se fait pas de film. Max, il va survoler. Il va survoler. Clairement. Clairement, Max sera au-dessus de la mêlée. Surveillez Ferrari, les amis. Ferrari semble maîtriser de plus en plus sa voiture et sait l'optimiser pour chaque Grand Prix. À Singapour, ils n'avaient modifié que leur aileron avant. Et vous avez vu ce qu'ils ont été capables de faire. Au Japon, surveillez Ferrari, mais Max devrait dominer. Si Max ne domine pas, comme Franck l'a dit, on va regarder la flexibilité des ailerons. Ne vous inquiétez pas, avec mes lunettes d'ingénieur, je vais regarder ça de plus près. Deuxième point, une directive technique, la DT39, qui est passée vraiment inaperçue. C'est les patins sous la planche des voitures, les amis. La FIA pense que certaines écuries jouent encore avec le plancher et sa flexibilité. Si Red Bull n'a pas une vitesse de pointe très élevée en ligne droite et n'arrive pas à survoler le Japon, les amis, on va s'attaquer à ces 2 points. Et ne vous inquiétez pas, on reviendra lors du débrief avec une réponse, les amis, parce qu'on ne s'endort pas le dimanche lors des Grands Prix. Voilà, les amis, c'est l'heure des pronos. Les pronostics du Grand Prix de Singapour. Qui a eu raison, Franck ou Finger Pilot? C'est parti. Les amis, j'avais parié sur une pole Hamilton. Franck, Russell. Évidemment, Franck, tu étais beaucoup plus proche que moi. Vraiment, vraiment beaucoup plus proche de la réalité. Mais au final, c'est Carlos, quoi. Ouais. Malheureusement, j'étais pas loin. Après, pour le podium, ouais, j'étais encore très très loin de la réalité par contre. Je pense qu'on était très très optimiste. Ouais, franchement, je crois que ça doit être la première fois. Je crois que ça doit être la première fois qu'on n'a même pas. Ah, toi, tu as quand même eu Lewis. Moi, je crois que j'ai jamais eu 0 sur 0, 0 sur 3 sur un podium. Ouais, c'est la première fois. C'est la première fois que ça nous arrive. Sinon, la surprise, c'était pas la bonne, hein. Clairement. Après, sa course a été un peu gâchée par Pérez, mais c'était pas lui. Par Pérez, ouais. Mais c'était pas Mercedes, ça c'est sûr. Non, du tout. Déception, je pense que mon Leclerc peut passer. Je pense que mon Leclerc peut passer en déception parce que il s'est vraiment fait dominer. Après, c'était pas la grosse déception du Grand Prix du week-end, mais il n'était pas aux abonnés présents. Et Joe, je peux pas vraiment dire déception parce qu'en fait, c'était Alfa Romeo globalement qui était les derniers. Ouais. Il a même mieux fait que Bottas. Je pense que Leclerc, c'est une déception. Mais la vraie déception, c'est Red Bull au final. Red Bull qui n'a pas dominé lors de ce Grand Prix, comme d'habitude. Ou même qui a sous-performé, si on peut ainsi utiliser ce terme, lors de ce Grand Prix. Donc voilà les amis, c'était ça le tour des pronos du Grand Prix de Singapour. Et c'est parti pour les pronos du Grand Prix de Suzuka la semaine prochaine. Franck, c'est l'heure de faire tourner la roulette. Qui mets-tu en pole? Je sors mon petit papier les amis. Qui mets-tu en pole? Je crois que je lui ai beaucoup manqué de respect ces derniers temps. Je pense que Leclerc va prendre la pole. Je pense vraiment que Ferrari sur un tour sera plus rapide que Red Bull. Le secteur 2 et le secteur 3 va être pour Ferrari. J'aimerais te dire quand même une chose, je crois, et allez vérifier si je me trompe les amis. Charles Leclerc n'a pas encore eu de pole à Suzuka. Ce serait effectivement une première pour Charles Leclerc, une pole position à Suzuka. Il a déjà gagné à Suzuka, il a fait des podiums, mais pas encore de pole. Donc, ok, c'est noté. Pole Charles Leclerc pour Franck. Moi, je vais redevenir réaliste. C'est fini le monde des bisounours. Max Verstappen en pole. Ok. Moi, je pronostique Max pour la victoire. Deuxième, je mets Leclerc.
Et troisième, je mets Sainz. Je pense vraiment que ça va être très serré comme à Monza entre Red Bull et Ferrari. Et pour des soucis de technicité, tu comprends que je peux pas mettre Pérez dans le match. Alors, cette fois-ci, je vais pas trop te rejoindre sur la technicité. Pérez, c'est un habitué du podium à Singapour, hein, pour te le dire. Avec une bonne voiture aussi dominante. Pérez, il a fait podium l'année dernière, en 2022. Ici, à Suzuka. Il a fait podium à Suzuka l'année dernière. Donc, moi, je pars sur une victoire de Max, tout comme toi. En deuxième position, Pérez, parce qu'il aura la voiture pour. Et Piquet à vif également. Et en troisième position, navré, hein, je crois que je suis un peu déçu par Charles Leclerc. J'ai mis Carlos Sainz. Dans mon podium, c'est Max, Pérez, Carlos Sainz. Et toi, ton podium, c'est Max, Charles et Leclerc et Sainz. Leclerc et Sainz. Très bien. 2 Ferrari sur le podium pour Franck et moi 2 Red Bull. Rendez-vous dimanche matin pour avoir la réponse. La surprise, les amis, la surprise. Vas-y. Je crois que je vais partir avec Piastri. Il aura les évolutions de McLaren. Ok. Et je pense McLaren, normalement, ce circuit ressemble un peu à Silverstone. Je pense qu'ils peuvent faire quelque chose de bien, McLaren. Donc, je dirais Piastri top 6 pour valider ma surprise. C'est pas une grosse surprise, hein, pour moi, Piastri top 6. La McLaren marche. Bon, allez, top 5 alors. Là, c'est une surprise. Okay. Ça veut dire qu'il est devant le Mercedes. Ok, très bien. Ouais. Piastri top 5. Très bien, c'est noté. Moi, je pars sur une surprise. Stroll 10e. Stroll marque en fait un point. Voilà une surprise. En voilà une. Stroll 10e au Grand Prix de Suzuka 2023. Stroll réouvre son compteur de points. Stroll ne me déçoit pas, tu es ma surprise. Déception. Alonso. Moi, j'y vais pas par 4 chemins. Hein. Alonso, déception. Je crois qu'il en a un peu marre. Je sais pas. Je le sens. J'étais couché dans ma chambre comme ça. Moi, je vais partir sur... Du coup, pour ma déception, je vais partir sur Liam Lawson. Pas que j'ai quoi que ce soit de méchant à lui souhaiter, mais je pense que ça va être la petite gueule de bois après la bonne performance du rookie que personne n'attend. Donc, une déception pour moi de Liam Lawson, ce serait hors du top, 13. Il va être du top 13, hors du top 13, qui serait son pire résultat depuis qu'il est en Formule 1. Depuis qu'il est en Formule 1. On dirait que Liam Lawson, c'est un pilote qui a déjà de l'expérience. Daniel Ricciardo, reviens vite. Il y a des paris déjà sur Liam Lawson. Les amis, vous avez compris, c'est la fin de ce débrief. Franck, as-tu quelque chose à rajouter? J'espère juste un Suzuka à la hauteur de Singapour. C'est toujours ça le problème des double headers. C'est que le premier met un benchmark. Et si le deuxième n'arrive pas ou ne s'approche pas du niveau d'excitation, on a l'impression que ce serait pas c'est pas un bon GP. Donc Suzuka a la pression et on sera là pour la juger. Très bien. Les amis, c'est la fin de ce débrief, ce Grand Prix. Wesh la tête, les amis. Je pense qu'on est submergé par les émotions. Les amis, vous avez peut-être remarqué derrière les couleurs rouges, les couleurs vertes de l'Italie. Oui, les amis, on est tous un peu Ferrari quelque part. On a notre petit SF90. Les amis, c'est la fin du débrief. Nous sommes très contents d'avoir eu un Grand Prix aux couleurs rouges de Carlos Sainz, aux couleurs rouges de Ferrari, à la vista de la Mercedes. On attend le Japon, Suzuka, pour nous donner un peu de plaisir, un peu de folie. Les amis, n'oubliez pas de vous abonner. C'était Finger Pilot, toujours présent le mercredi pour les débriefs de Grand Prix. À très bientôt. Ciao.